à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Nous voici de retour chez Beniscar. Ça faisait un petit moment que j'étais pas passé chez eux et ils nous ont renouvelé le stock et ils nous ont mis des choses un petit peu sympathiques comme d'habitude. Et là, il y a un produit qui est très original. Je crois de mémoire que j'en ai jamais conduit. Vous l'avez vu sur le titre et vous la voyez ici. C'est une Renault Avantime. Renault Avantime, donc c'est quand même un produit qui est tout à fait particulier. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. La Renault Avantime qu'on a sous les yeux, c'est une 2 litres turbo de 2002 en boîte manuelle, en finition dynamique. Donc c'est pas la finition la plus haute, mais elle est quand même très sympa avec ses équipements particuliers, ses spécificités de conception, son histoire qui est également toute particulière. Donc cette voiture qu'on a ici avec sa très jolie robe violette, hein, ça fait différents reflets là quand on se met à la caméra. Ça tend soit sur le noir, soit sous le bleu, soit sous la couleur violette, et puis ce toit, ces arches d'une couleur différente. Donc on va parler un petit peu de cette voiture, on va regarder comment ça se passe pour elle, et puis tout à l'heure on va aller l'essayer sur la route pour voir son agrément mécanique. La Renault Avantime, une voiture chez qui Matra comptait beaucoup. Matra était un constructeur de véhicules, pas totalement avec un réseau de distribution qui était assez limité, et Matra a eu une collaboration régulière avec Renault sur différents modèles et surtout sur les monospaces, puisqu'ils ont été les instigateurs finalement du concept, hein. Alors ils étaient très peu dans les années 80 à vouloir faire du monospace. Matra a créé quelque chose. C'était donc l'espace 1. Ils ont essayé de vendre leur projet à différents constructeurs, entre autres Peugeot. Peugeot n'y croyait pas beaucoup. Par contre, Renault y croyait, et grâce à ça, ils ont lancé donc leur projet Renault Espace. Ça, c'était la première version. C'était en 1984, donc 40 ans aujourd'hui. Et donc, quelques années après, vu le succès des différents Renault Espace, le 1, le 2, on arrive à la fin des années 90, et là, Matra se décide de lancer un projet totalement audacieux, et ce projet qu'on va qualifier d'audacieux, c'est le Renault Avantime que vous avez sous les yeux. C'est le premier coupé-espace. C'est une voiture totalement innovante d'un point de vue du design, avec beaucoup de choses très particulières. Et ce Renault Avantime, donc avant l'heure, hein, qu'on pourrait dire, son nom, donc peut-être trop avant-gardiste au moment où c'est sorti, était donc une base technique de Renault Espace 3, donc Renault Espace 3 étant le troisième Renault Espace sorti par Renault, qui à ce moment-là était tout neuf, le Renault Espace 3 étant sorti en 1997. Et en 99, donc Matra décide de proposer ce prototype-là sur les différents salons, donc de couper espace avec donc cette ouverture très large au niveau des vitres. Donc on peut voir ici aucun montant, donc un espace très conséquent d'ouverture au niveau des vitres, et un design rappelant le futur de Renault à ce moment-là, à la fin des années 90, pour les années 2000, avec l'Espace 4, la Velsatis, évidemment cette Avantime, mais également la Mégane 2, hein, cette sorte de queue de canard à l'arrière dans le design. Tout ça, ça a été très proche de tout ce qu'a fait Renault au début des années 2000 en design. Au départ, donc cette voiture est un concept car sur différents salons, et voyant quand même malgré tout, on va dire le succès relatif sur cette voiture en exposition, et le fait qu'on en communique beaucoup, il y avait malgré tout une volonté potentielle de produire cette voiture, et Renault étant à la recherche d'un véhicule d'image, une voiture de prestige, je dirais, avec le terrain abandonné par les Français sur cette gamme-là, ils se sont dit pourquoi pas lancer un véhicule innovant. Renault étant le spécialiste du monospace, Matra ayant lancé ce concept-là, ils se sont décidés à s'associer pour faire ça. Et du coup, ils ont lancé cette voiture, d'où le design très proche du futur Renault, et la plateforme technique Renault, et les quelques spécificités Matra. Alors, dans les choses les plus surprenantes, hormis ces fenêtres sans montant et cette ligne de coupe-espace, donc coupe-espace parce que monospace, donc cette hauteur et cette carrosserie assez imposante, est coupée puisque nous n'avons
qu'une seule porte, et cette porte étant sans montant, donc là, ne serait-ce que la création et le coût pour fabriquer cette porte est impressionnante. Donc là, l'ouverture se fait par une poignée classique. Là, on peut deviner totalement le fait qu'il n'y ait pas d'arche pour tenir la vitre, donc là le vrai coupé. Mais alors le système étant magnifique, c'est la cinématique très particulière de la fermeture et de l'ouverture de cette porte. On peut voir que la porte rentre au niveau du clignotant latéral et vous dégage un espace supplémentaire, la porte étant très grande, et il fallait quand même à un moment donné pouvoir ouvrir cette porte sans problème, et puis avoir un accès à bord également relativement conséquent. Et là on peut voir également ici que ce système d'ouverture double est assez audacieux. Et là pareil, si je montre le système, donc en fait vous avez la porte qui recule sur l'aile, et ça c'est un système, ça paraît pas, mais c'est extrêmement coûteux et extrêmement difficile à mettre au point. Donc les deux portes sont comme ça, l'accès à bord étant facilité, le coupé est totalement créé. Donc là, c'est une des spécificités extérieures de la voiture. Le design en est spécifique, hein, ces feux très particuliers en deux parties. Donc cette partie-là qui monte sur le coffre arrière, et la partie ressemblant le plus à la Velsatis. Là, voilà, si on se met comme ça, on pourrait presque penser que ça en est une, mais finalement, c'est une Avantime. Donc, on a vraiment un design complètement futuriste. Alors, je dois dire, comme j'avais dit il y a quelques semaines sur la vidéo de la Mégane 2 RS, c'est que l'Avantime, quand elle est sortie, je trouvais ça horrible. Voilà, je n'aimais pas du tout le design. Et là, aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le fait que c'est vieilli ou notre œil s'est habitué, ou voilà. Le design aujourd'hui, je le trouve, il est quand même assez particulier, assez exceptionnel. Il y a beaucoup de choses qui sont très particulières dans le style. Et quand on se remet en plus sur le contexte de l'époque, ces petites aérations supplémentaires, c'était vraiment franchement c'est bien fait. Honnêtement, en termes de design, c'est plutôt bien fait. Alors je sais pas si je dirais la même chose des voitures d'aujourd'hui, que je trouve pas très jolies, et dans 20 ans ou 25 ans ce que je vais en penser. Là je suis assez circonspect, je suis assez pressé de savoir ça, mais en tout état de cause, à l'époque j'étais pas fan. Là aujourd'hui, je trouve ça prodigieux d'avoir osé sortir une telle voiture en grande série. Les jantes sur celle-ci ont un design également qui leur est spécifique, hein. Il n'y a pas une autre Renault qui a ce dessin de jante. Tout est très moderne à ce moment-là. Peut-être trop pour l'époque, c'est pour ça peut-être une des raisons en tout cas qui va expliquer son insuccès et qui a causé la perte du constructeur Matra à ce moment-là. Puisque oui, cette voiture s'est très peu vendue, moins de 5600 exemplaires ont trouvé preneur. La voiture étant peut-être trop haut de gamme pour une voiture française, les marchands, enfin les acheteurs de ce genre de voiture étant peut-être pas habitués à acheter du Renault Matra, le concept de coupé hauteur n'a peut-être pas plu à ce moment-là, alors qu'aujourd'hui ça fait une sorte de succès. Et puis pareil, le design assez atypique et très particulier ont causé peut-être un petit peu la perte de cette voiture, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très intéressant de redécouvrir cette voiture. Et donc une fois que l'on a fait notre aspect extérieur et avoir vu l'aspect extérieur, là on passe à l'intérieur. C'est aussi le propre d'un monospace, c'est d'avoir un intérieur intéressant, je dirais. Donc là c'est pareil, c'est un intérieur qui prend certains éléments de l'espace 3 et d'autres éléments du futur espace 4, et avec un design également pour le coup tout à fait particulier. Donc le déblocage du siège se fait par ce biais, donc vous rentrez ici si vous voulez accéder à l'arrière, vous tirez sur la poignée, pareil c'est quelque chose de spécial, vous poussez le siège et là le siège s'avance et vous dégage un espace à bord assez intéressant. La porte est très grande et très lourde, malgré tout, avec la particularité de cette voiture, c'est qu'à côté de ça, l'ouverture ne me paraît pas énorme, hein. Là je suis en ouverture maximum, j'ai pas une ouverture exceptionnelle. Et donc quand je m'assois à bord, là par contre j'ai un confort qui est extrêmement
qui est extrêmement intéressant dans cette voiture. J'ai une visibilité qui est très bonne. Alors je suis assis assez haut dans cette voiture, hein, comme le monospace. Il y a une odeur aussi typique des Renault des années 90 qui me fait plaisir à sentir. Donc là on est plutôt bien. Donc on reprend le système de climatisation de l'espace 3 avec cette commande-ci. Cette commande donc, qui est une climatisation là pour le coup sur celle-ci automatique. Donc ça c'était une des innovations de Renault à ce moment-là, hein, la climatisation multizone et à écran digital qu'on a vu ensuite sur les Renault Espace 4. On peut voir ici le compte-tours qui est déporté. On peut voir un peu plus loin la partie centrale du compteur de couleur orange à la bonne époque de chez Renault. Là, on peut voir que l'exemplaire en question a 117 000 km et toutes les informations sont suffisamment visibles. C'est un compteur repris de l'espace 3. Et là, de l'autre côté, là-bas, on peut voir également la ventilation que l'on peut régler du côté du passager. Au centre, ici, on va retrouver... donc ça c'est un kit parotte, hein, c'est le petit truc supplémentaire ici, c'est pas d'origine, c'est un accessoire qui a été posé sur cette voiture. Ici on peut retrouver les commandes de rétroviseur rabattable et d'ouverture de réglage de rétroviseur, l'ouverture des portes, l'ESP que l'on peut régler d'ici. Les vitres sont sur la porte et là si j'ouvre ici on a une cinématique particulière d'un espace de rangement supplémentaire. En dessous, on découvre un autoradio avec la fonction du GPS et de carte. Voilà, donc si j'appuie sur les commandes pour arriver directement à la carte, là ici on peut voir, alors évidemment le design a vieilli aujourd'hui, il faut se remettre dans le contexte, il y a quasiment 25 ans maintenant, où on avait un écran GPS couleur au centre du tableau de bord. Je peux vous dire que c'était extrêmement rare et que ça se faisait, c'était un équipement qui était très très haut de gamme à ce moment-là. En seconde monde, si on voulait monter un système GPS comme ça, c'était plusieurs milliers d'euros, c'était 5-6 000 euros pour avoir un GPS comme ça en seconde monde. Si on voulait mettre ça dans sa voiture qui n'était pas équipée d'origine, ça valait une fortune à ce moment-là. C'était très très cher. Donc cette voiture est dotée de cet équipement qui est très particulier pour l'époque, qui est extrêmement rare. Autre équipement particulier sur cette voiture, le système de toit ouvrant, ce qui nous dégage un espace suffisamment important sur cette voiture avec cette triple commande, hein, pour l'ouverture ou la fermeture du toit. C'est-à-dire qu'on a une triple carrosserie avec cet Avantime, mais c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui est quasiment incompris, c'est qu'on a un monospace, on a un coupé, mais on a quasiment un cabriolet une fois que l'on roule et qu'on a dégagé les fenêtres totalement ouvertes avec ce toit. On a quasiment un cabriolet sur cet Avantime, encore quelque chose de très particulier, très original. C'est un cas unique, hein, cette voiture, c'est un ovni clairement, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, au niveau de la position de conduite, moi je suis pas extrêmement fan de la position de conduite monospace, hein. Après on aime ou on déteste. Moi je suis pas extrêmement fan d'être assis en hauteur comme ça, mais on a le mérite d'être très bien assis à la manière d'un Espace 3. Le siège est très bon, la rétrovision est très bonne. Évidemment, l'environnement visuel est très facile à observer. On peut voir que l'on est tout à fait bien visuellement, et l'espace à bord, malgré le fait qu'on se sente un peu plus confiné dans cette voiture qu'un monospace traditionnel, qu'un Renault Espace 3, la planche de bord remontant quand même pas mal et cette console étant assez gonflée sur le conducteur, on a la sensation d'avoir un peu moins d'espace que dans un Espace 3, moi qui en ai eu un à l'époque. J'en ai eu un quelques années et je sais qu'on a moins de place dans cette voiture que dans l'Espace 3. Malgré tout, on garde un confort très intéressant. Le genou est tranquille à droite comme à gauche. Donc on est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc vraiment, on sent qu'on peut avoir un moment agréable à conduire cette voiture malgré tout. Après, pour une voiture haut de gamme, hein, ça valait quand même un certain prix. Peut-être que certains plastiques sont assez modestes, encore que ici, ces plastiques-là sont quand même de qualité supérieure, mais la partie du fond est peut-être un peu modeste. Ça a pu faire rebuter quelques acheteurs également de voitures premium allemandes, entre autres, hein, ce qui était visé comme clientèle à ce moment-là.
C'était peut-être le premium allemand, c'était un peu inférieur d'un point de vue de la qualité de fabrication. Mais en tout cas aujourd'hui, cet exemplaire qu'on a sous les yeux est plutôt extrêmement bien conservé. Autre chose, maintenant que je suis à l'intérieur, toujours pareil dans la cinématique de la porte, on va pouvoir voir ici le découpage du panneau de porte. Ça a coûté une fortune à produire ça. Ça paraît pas comme ça, mais aujourd'hui ça a coûté une fortune à produire cette chose. Et donc, une fois que je sors de ma place côté conducteur, je vais passer à l'arrière directement. Et là, à l'arrière, c'est pas facile avec la main gauche. L'accès à bord est très facile pour une voiture type coupé. Et alors là, c'est coude à la portière. Je suis un ministre. Je suis extrêmement bien installé. Je suis mieux installé à l'arrière qu'à l'avant. C'est dire, franchement, j'ai rien à reprocher. J'ai le siège qui rentre un petit peu ici, et en plus de ça, j'ai cette sensation où je tombe un peu en arrière. Je suis vraiment bien couché, bien calé dans cette voiture avec la fenêtre ouverte. Je pense qu'on passe un moment agréable à l'arrière de cette Avantime, sans aucun doute. On est vraiment extrêmement bien à l'arrière. Je pourrais reprocher simplement éventuellement que mes pieds ne rentrent pas sous le siège, donc ce qui fait que je perds un petit peu en place. La longueur au niveau des genoux est bonne. Je suis assis à la manière de tous les monospaces, un peu plus haut que le siège, que le conducteur ou le passager avant à l'arrière, donc je suis plutôt bien. J'ai mes porte-gobelets, j'ai une petite prise ici, 12 volts, c'était assez rare encore à ce moment-là. J'ai la commande de vitre électrique planquée à côté du siège. Franchement, je suis très très bien. À l'arrière de cette voiture, je pourrais faire plusieurs centaines de kilomètres sans me préoccuper vraiment d'avoir envie de conduire avec cette voiture. C'est vraiment extrêmement agréable d'être à l'arrière de cette voiture. Et pour la partie coffre, eh bien, également, on peut noter un volume disponible assez conséquent, une banquette rabattable en 2 tiers 1 tiers. Là le volume est bon, pour un coupé c'est extrêmement conséquent comme taille de coffre. Évidemment le Renault Espace propose d'autres qualités de ce côté là en termes de taille, mais très franchement pour une voiture coupée on a largement de quoi faire et de profiter de cette voiture. Donc très franchement, avec quand c'était neuf, je peux comprendre que ça rebute certaines personnes, certains clients de gamme, surtout à ce moment-là, assez habitués à des choses conventionnelles, etc. Là aujourd'hui, quand on recherche un véhicule un peu atypique, un peu youngtimer, ça peut être très sympa. En tout cas, moi ça me donne beaucoup envie d'aller l'essayer. On va aller l'essayer là dans quelques instants, mais on va quand même, avant toute chose, mesurer l'espace disponible. Comme d'habitude, l'espace disponible à bord. Donc nous trouvons, voilà, le temps que la mise au point se fasse, 1,31 m en largeur. Donc il y a 4 personnes, c'est tout à fait correct. En longueur aux jambes, on va retrouver 64 cm. Donc on a une très bonne longueur en jambes. On a juste en bas ici nos pieds un petit peu piégés. Donc c'est le seul point un petit peu négatif de ce côté là. Et la partie coffre va nous offrir 76 cm de long, donc on n'est pas sur les plus gros monospaces hein, évidemment, et 1,03 m de large. On peut voir ici l'affiliation Matra avec le petit logo Matra sur la moquette de coffre avec la date de production en mai 2022. Donc il n'y a pas que des étiquettes Renault sur cette voiture, évidemment. Le capot moteur s'ouvre comme sur toutes les voitures, de manière très classique. Et on découvre ici un moteur, le fameux F4R de chez Renault, le 2 litres turbo, ici dans sa version 165 chevaux. Donc le 165 chevaux étant sorti en 2002, comme la voiture qu'on a ici sous les yeux, quand Renault a sorti ce modèle, donc avec un départ de fabrication en 2001 pour un concept car lancé en 99. Ils ont eu quelques soucis avant la mise en production réelle, hein. Il y a eu quelques complications techniques
sur cette voiture. Quand elle est sortie en 2001, on pouvait l'obtenir uniquement en 3 litres V6 en 210 chevaux et en boîte manuelle à 6 rapports. Donc c'était évidemment pas le moteur le plus facile à vendre, parce que voilà, nous en Europe et surtout en France, on est très friands de motorisation diesel. En V6, il aurait été préférable d'avoir une automatique peut-être sur ce type de voiture. En tout cas, c'est sorti au départ en 3 litres V6 essence. Et à partir de 2002, donc la deuxième année de production de cette voiture, on a eu droit à ce 2 litres turbo, on a eu droit au 2 litres de DCI, qui à mon avis, c'est pas forcément le moteur le plus agréable et le plus adapté à ce type de véhicule, surtout aujourd'hui. Donc là, ce petit 2 litres turbo 165 chevaux, on va voir s'il est suffisant pour mouvoir ce lourd coupe-espace de la marque Matra. Nous voici donc au volant de l'Avantime. Mise en route très discrète du moteur. Les petits bips de recul. C'est une voiture avec un gabarit conséquent. Et il me tarde, comme je disais tout à l'heure, d'essayer cette voiture. Et donc c'est chose faite, puisque on s'en va, on roule. Et donc là, la première approche de la voiture, c'est une voiture extrêmement silencieuse, très confortable aussi, là, malgré le revêtement routier plus que déplorable équipant cette zone industrielle. On n'est pas la suspension est assez agréable, voire très agréable d'un point de vue du confort. Il n'y a aucune vibration qui accompagne ce moteur, donc ça c'est les qualités des moteurs essence vis-à-vis des diesels. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, à mon avis, qu'il est quand même préférable de l'avoir en turbo essence 2 litres comme ici, plutôt qu'en 2 litres de diesel. Et puis quand la voiture a pris un peu de température, on espère pouvoir accélérer un petit peu pour voir si la voiture se bouge efficacement sans atteindre des chronos sportifs. Le contour est étonnant là, planté devant moi, là, devant mes yeux. Alors c'est vrai que il y a un petit temps d'adaptation pour la recherche des potentielles informations sur la voiture. Le tableau de bord là, c'est assez comme c'est assez complet et assez éparpillé, on a vas-y madame, on a assez de mal sur les premiers instants à obtenir toutes les infos dont on a besoin, mais c'est qu'un temps d'adaptation qui, j'imagine, est assez rapide. Après, la base moteur est la même que d'autres Renault plus conventionnelles que celle-ci, donc j'ai envie de dire qu'on n'est pas particulièrement désappointé par l'agrément mécanique. Si on aime les Renault, ça se conduit aussi facilement. La direction est également très bonne, suffisamment lourde, à l'image de ces générations de voitures d'ailleurs. Et moi il y a un truc là, parce que un des griefs des Renault de ces années là, et encore plus les Renault haut de gamme, c'est qu'il y avait une tendance assez nette à critiquer leur qualité de fabrication, leur qualité de fiabilité. Donc certes, cette génération de Renault du tout début des années 2000 a pu avoir un certain nombre
de bugs électroniques, mais finalement qui sont des bugs, quand je vois ce qu'on a aujourd'hui et la tolérance qu'on a sur les bugs d'aujourd'hui, je me dis que finalement c'était pas si grave les bugs des Renault de ces années-là. Mais en tout cas, pour en revenir à la qualité de fabrication, je me surprends moi là depuis tout à l'heure à rouler et en tout début de vidéo et en ce moment sur des revêtements qui sont très largement dégradés et franchement il n'y a aucune vibration dans les plastiques. Une voiture de 24 ans, elle a 117 000 km, donc elle n'est pas énormément kilométrée, elle a quand même des kilomètres. Et je me surprends à me dire, voilà, il n'y a pas de... Quand il y a une mauvaise qualité de fabrication réelle, vous avez les plastiques qui grincent, qui craquent. Là, tout est resté totalement dans un aspect absolument impeccable ou quasiment impeccable. Et je vois pas de malfaçon, de grincement ou autre craquement de plastique. Pourtant, parfois découpé un peu plus prestigieux que cet Avantime, on a des fois des voitures sur les coupés avec les montants de porte, etc. Des craquements de structure de caisse. Et là, il n'y a rien du tout. Voilà, il y a deux caméras, donc il y a deux micros. Et il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est tout à fait honnête. Tous les revêtements s'affrontent facilement. De la puissance, pour le moment ça se déplace tout à fait correctement pour une voiture si lourde, hein. On a pour rappel autour de 1600 kg, de 1600-1700 kg sur ces versions à 4 cylindres essence. Sur les versions diesel et V6 évidemment c'est un petit peu plus lourd. Alors comme je disais, je m'attends pas à une voiture sportive, hein, puis le gars qui achète ce genre de voiture, si vous attendez une sportive, bon, il faut pas rêver non plus. Il y a les lois de la physique à un moment donné qui rentrent en ligne de compte. Mais là, bon, franchement, je sens pas que c'est sous-motorisé. Alors, c'est pas du tout prestigieux comme type de motorisation, mais c'est pas du tout sous-motorisé. Donc, je pense que c'est un bon compromis comme ça. De motorisation. Alors on sent aussi que le véhicule est encombrant, hein. La réserve vient de s'allumer, donc on peut voir ici la grosse jauge à carburant s'affichant au tableau de bord. Les 5 vitesses passent sans aucune difficulté. Et là à 60, est-ce que je peux mettre la 6e sans aucune vibration? Voilà, à 60-70 km/h, je suis en 6e vitesse. Ça se passe tout à fait bien. Non, c'est vraiment agréable à emmener, hein, comme voiture, hein. Très franchement, pas de souci de ce côté-là, hein. Chaussée nous entourant pour
plus de sécurité. Voilà, on vient de se faire doubler. Nous vivons tranquillement. Nous avons passé le contrôle dans notre véhicule haut de gamme français. Je suis étonné par le fait que la musique soit en route. J'espère que la démonétisation, je vais y arriver, de la vidéo ne sera pas le cas, ne sera pas effective sur cette voiture. En tout cas, c'est un moment très agréable. En plus, avec ce petit soleil, c'est bien. Je vais me lancer à l'aventure de tout ouvrir en roulant pour voir si la route se fait toujours aussi agréablement ou si on est abruti par le bruit. Ce sera un test supplémentaire sur cette voiture. J'espère qu'on m'entend encore quand je parle. On va voir, roulant à 70-80, si on est cassé par le bruit ou pas. Eh bien non, ça se passe plutôt bien. Là à 70, j'ai pas un excès de vent, malgré le fait que les 4 fenêtres sont ouvertes et le toit également. Je peux donc refermer parce que on n'est pas non plus en été. Alors à signaler que la remontée ne se fait pas de manière automatique comme l'ouverture. Il faut rester appuyé sur le bouton. Je ne le savais pas. Et si vous ne le savez pas, bah maintenant vous le savez. Pour résumer, très bon véhicule. Franchement, je suis agréablement surpris par la qualité générale de cette voiture. Comme je disais en début de vidéo, j'ai eu un Espace 3 il y a maintenant, je sais pas, 7-8 ans que j'ai gardé un petit peu de temps. Ça n'avait rien à voir, hein. C'était un Espace 3 diesel. Comme beaucoup de personnes, parfois on fait des travaux et on a besoin de volume, j'avais acheté ça. C'était un très bon véhicule. Et je maintiens dans cet Avantime d'avoir un très très bon véhicule également. Donc je suis également extrêmement ravi que Beniscar m'ait mis à disposition et vous ait permis de voir un petit peu l'usage de cette voiture, comment tout se passait au volant de celle-ci. Et ma première expérience en Avantime est totalement validée, je suis ravi. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à Beniscar également, comme je le disais, pour la mise à disposition de cet Avantime Turbo Essence en 165 chevaux. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.